Quand on évoque un empire, on imagine spontanément une administration lourde, des fonctionnaires nombreux, des lois écrites, des archives, des procédures impersonnelles. Or, le Tawantinsuyu ne correspond à aucun de ces modèles. L'Empire Inca, paradoxalement, c'est l'un des empires les moins bureaucratiques de l'histoire. Et pourtant, il parvient à gouverner un territoire immense, composé de peuples très différents, récemment conquis pour la plupart. Ce paradoxe s'explique par un principe fondamental. Les Incas ne cherchent pas à gouverner directement les populations soumises, ils gouvernent en fait à travers elles. Le pouvoir impérial repose sur un système de gouvernement indirect. Vous l'avez compris, l'Inca ne remplace pas les élites locales, il les intègre. Les chefs traditionnels des peuples conquis, les Curaca, qu'on a vu à l'instant, sont maintenus dans leurs fonctions, parfois même renforcés dans leur autorité. Ils continuent à diriger le Reilu, à organiser le travail, à rendre la justice au quotidien, mais désormais ils le font au nom de l'Inca. Eh bien, cette logique est au cœur de l'expansion rapide de l'Empire. Chaque conquête s'accompagne d'alliances personnelles entre le souverain Inca et les seigneurs locaux. Ces alliances ne sont pas abstraites, elles sont scellées par des échanges de cadeaux, de banquets, de célébrations publiques et très souvent des alliances matrimoniales. Et oui, l'Inca épouse des femmes issues des élites provinciales et offre en retour des épouses secondaires aux chefs locaux les plus fidèles. Le lien politique devient comme ça un lien personnel, parfois même un lien de sang. Dans ce système, l'autorité de l'Inca repose moins sur des institutions permanentes que sur des relations constamment entretenues. Le souverain doit donner pour recevoir. Sa générosité oblige les Curaca à la réciprocité. Fidélité politique, fourniture de main-d'œuvre, de soldats, de vivres et de tribus. Ce principe de réciprocité, profondément enraciné dans les sociétés andines, est l'un des piliers du pouvoir impérial. L'Empire Inca n'est donc pas une structure uniforme et rigide. Il s'adapte aux réalités locales. Dans certaines régions où existaient déjà des entités politiques structurées, les Incas transforment ces nations, entre guillemets, en provinces impériales. Ailleurs, dans des zones plus fragmentées politiquement, ils regroupent plusieurs peuples autonomes au sein d'une même entité administrative, souvent en s'appuyant sur des espaces régionaux préexistants. À l'inverse, sur la côte, ils démantèlent méthodiquement les anciens ensembles politiques, comme l'Empire Chimu, pour éviter toute reconstitution de forces susceptibles de résister à leur domination. Les Incas savent aussi exploiter les rivalités internes. Les Aïlous et les Ilacta sont souvent divisés entre parties basses et parties hautes, Ourin et Anan. Ces oppositions symboliques et économiques anciennes nourrissent une émulation permanente. L'administration impériale joue habilement de ces tensions, tant dans le domaine militaire que dans le domaine économique, pour affaiblir toute velléité de rébellion collective. À la tête de chaque Ilacta se trouve un cacique principal, l'Apu Curaca, chargé notamment de rendre la justice. Dans les provinces les plus pauvres ou les moins peuplées, où il n'existe pas de chef suffisamment puissant, les Incas vont jusqu'à créer de toutes pièces une élite locale en favorisant une famille indigène qu'ils installent à la tête de la communauté. Dans les régions économiquement prospères, en revanche, les caciques de haut rang forment une noblesse provinciale presque équivalente en prestige et en richesse à celle des Incas de Cusco. Cette intégration des élites locales n'est pas sans contrepartie. Les Curaca exercent une forme de propriété sur le territoire qu'ils administrent. Ils attribuent aux membres de leur Reilu un usufruit sur les terres en échange de corvées régulières. Travail du champ du seigneur, entretien de sa maison, services divers. Plus le cacique est puissant, et plus il dispose évidemment d'une main-d'œuvre abondante. Et plus il est riche, plus il peut multiplier les épouses secondaires, organiser de grands banquets et se constituer un vaste réseau d'obligés. Ce principe-là, on le connaît aussi en Occident, en Europe, à l'époque. L'Inca encourage cette concentration de pouvoir local parce qu'elle sert directement ses intérêts. Un cacique puissant est un intermédiaire évidemment efficace. Il mobilise plus facilement la population pour les corvées, les travaux impériaux ou la guerre. En retour, le souverain le récompense par des biens précieux, des privilèges et un statut élevé. La domination impériale se nourrit comme ça d'inégalités renforcées. Enfin, dans les provinces, la présence directe de l'État
reste limité. Oui. Quelques représentants seulement incarnent l'autorité impériale. Vous avez le gouverneur inca, les Chipu Kamayuk, chargés d'enregistrer les données sur des quipus, et des administrateurs de justice. Leur rôle n'est pas de gérer chaque détail de la vie quotidienne, mais en fait de superviser, de représenter le souverain dans les grandes cérémonies et de s'assurer que les obligations envers l'Inca sont correctement remplies. Le Tawantinsuyu n'est donc pas un État centralisé au sens moderne. C'est un empire fondé sur des relations personnelles, des compromis locaux, une hiérarchie d'obligations et une circulation permanente des dons et des services. Un système extraordinairement efficace tant que l'autorité du souverain est reconnue. Mais un système intrinsèquement fragile car à la mort de l'Inca, ces liens se dissolvent et tout l'édifice menace de s'effondrer.